Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Média TV. Nous sommes ravis de vous accueillir pour un nouveau 60 minutes en votre compagnie. Comme d'habitude, nous serons ensemble pendant 1 heure pour décrypter et comprendre l'actualité nationale et internationale analysée par nos observateurs et nos experts. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, cette émission étant aussi la vôtre, vous pouvez poser vos questions à nos invités ou envoyer vos réactions sur la page Facebook de Média TV ou sur Twitter, #60MPC. Les invités qui sont avec nous ce soir, qui ont répondu à notre invitation, Monsieur Nadir El Moumni, bonsoir. Vous êtes chargé des études au Conseil national des droits de l'homme, au CNDH, et vous êtes également professeur de droit constitutionnel. Bienvenue. Madame Amina Bouayesh, bonsoir. Vous êtes la présidente de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, la FIDH. Monsieur El Habib Belkouch, bonsoir. Vous êtes président du Centre d'études en droits humains et en démocratie. Vous êtes également membre du CNDH. Bienvenue à vous également. Merci. Et enfin, Mehdi Alioua, qui est maintenant un habitué. Vous êtes professeur et sociologue à l'Université internationale de Rabat. Bonsoir et bienvenue. Merci. Demain, 10 décembre, le monde entier célèbre la journée internationale des droits de l'homme. L'occasion pour nous de revenir sur ce que veut dire exactement cette notion des droits de l'homme, notamment dans un monde qui bouge. La France, récemment, a notamment annoncé vouloir et pouvoir enfreindre les droits de l'homme après l'annonce de l'état d'urgence suite aux attentats du 13 novembre. Alors, quel équilibre faut-il trouver entre l'universalisme des droits et les circonstances particulières ou les particularités des États? Que veut dire la notion de droit de l'homme aujourd'hui dans un monde qui bouge? Et où en est le Maroc dans le cadre de ce contexte global? Quel droit de l'homme dans le monde d'aujourd'hui? C'est le thème de l'émission de ce soir. La Déclaration universelle des droits de l'homme, une norme commune pour tous les pays fixée en 1948 par les Nations Unies. Selon l'ONU, les droits de l'homme représentent un ensemble de droits essentiels à notre existence comme être humain. Tous les humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Si la déclaration ne fait pas partie du droit international, elle a une autorité morale considérable en raison du grand nombre de pays signataires. Les Nations Unies distinguent 10 principaux traités internationaux relatifs aux droits humains. En l'occurrence, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention relative aux droits de l'enfant et la Convention contre les disparitions forcées. Mais qui est le principal responsable des droits de l'homme de l'ONU? C'est bien le Haut Commissariat des Nations Unies. Le bureau appuie les composantes des droits de l'homme dans les missions de maintien de la paix de plusieurs pays. Il dispose également de nombreux bureaux et centres régionaux et internationaux. En revanche, le Conseil de sécurité de l'ONU peut être saisi de graves violations des droits de l'homme, notamment dans les zones de conflit. Parmi les grands débats actuels, le respect de la souveraineté et le respect des droits de l'homme, deux valeurs importantes du droit international, mais leur coexistence n'a jamais été facile, selon des spécialistes. Alors, merci. Ce sujet était signé Manal Ardari. Première question, c'est demain qu'on célèbre la journée donc, des droits de l'homme. Pourquoi est-ce qu'on la célèbre le 10 décembre, Monsieur El Moumni? Parce que c'est la date donc, de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et c'était en 1948. Toute première question, c'est demain donc on célèbre cette journée internationale des droits de l'homme. Pourquoi est-ce que c'est le 10 décembre? Parce que le 10 décembre 1948, c'est la date de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui marque une étape décisive dans le processus de développement du droit international des droits de l'homme, d'une part, et également une étape déterminante dans le processus de consolidation des garanties constitutionnelles nationales des droits de l'homme dans les systèmes juridiques internes des différents pays. Alors, quel était le contexte de l'époque et qu'est-ce qui a présidé à l'élaboration de cette Déclaration universelle des droits de l'homme? Madame Abouayesh. Bien, merci Madame. Tout d'abord parce que c'était juste après la fin de la guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et donc après la fin de cette guerre mondiale, et tous les drames et je dirais, le nombre de décès, le nombre de déplacés, le nombre aussi de disparus, et des arrestations arbitraires qu'il y avait de part et d'autre pour des raisons d'information ou autres, la communauté internationale s'est penchée à dire comment va-t-on trouver un mécanisme de résolution de conflits ou de notre conflit en cas de conflit.
Et donc la communauté internationale s'est penchée, c'était un comité présidé par la femme de Roosevelt dans le temps, il s'est penché sur comment va-t-on résoudre nos problèmes et nos conflits, et donc de pouvoir à ne pas toujours avoir autant de morts, autant de déplacés, autant de torturés et autant de personnes à qui on a porté atteinte à leur intégrité physique. Donc l'idée essentielle au début, c'était de faire une déclaration, premièrement, je dirais une convention internationale qui regroupe aussi bien les droits civils politiques que les droits économiques et sociaux. Et dans le temps, c'était au moment où il y avait les deux clans, ou les deux champs de clans, ce qu'on appelle l'Occident et l'Est. Et donc, la communauté internationale n'a pas pu faire une seule déclaration, une seule convention. Et c'est pour ça qu'on a assisté à une déclaration de principe. C'est cette déclaration de principe qui va après être inscrite en deux pactes les plus importants, je dirais, c'est les fondements des droits humains dans leur universalité et dans le pacte des droits civils et politiques et les droits tous les économiques. deux adoptés en 1966. Exactement. C'est-à-dire 18 ans après. On va y revenir Mais tout à l'heure. deux camps différents et deux poids différents. On va et y deux revenir pressions sur la campagne justement pour commémorer les 50 ans. Mais d'abord sur l'élaboration de cette déclaration universelle des droits de l'homme. Qui a présidé à la constitution de cette déclaration? Quels pays ont été associés et quelle a été la base, y compris philosophique, de cette déclaration des droits de l'homme? Monsieur Belkouche? Disons d'abord que c'est une déclaration qui répond à une étape de barbarie et de crimes commis au cours des deux guerres mondiales et aussi de ce qui se passait dans le temps dans les colonies au niveau international. On se rappelle que dans cette période, il y a pas mal de pays qui étaient encore colonisés et qui subissaient aussi des politiques de répression de la part des pays colonisateurs, dont le Maroc. Donc l'adoption d'abord était un choix dans le cadre de la nouvelle organisation des Nations Unies qui était créée après la guerre. Donc comment construire les bases d'une paix durable où il y a le respect de la dignité humaine, où il y a les garanties pour que cela ne se répète pas au niveau international. Le débat était là, donc c'était l'instance de débat. Les pays qui étaient indépendants ont participé à ce débat. Il y avait au niveau arabe le Liban qui était aussi parmi les membres de la commission qui a élaboré cette déclaration. On trouvait un peu de toutes les cultures. Sauf que l'engagement de la communauté internationale n'était pas tellement fort, à vrai dire. Donc chacun avait ses crimes à cacher. Donc il y avait, comme je l'ai dit, donc au niveau international, les colonies qui subissaient les pays des puissances occidentales. Il y avait aussi les politiques, même de ségrégation au sein de certains pays qui étaient dominants, comme les États-Unis, où les droits des Noirs n'étaient pas encore reconnus dans cette période. Mais il y avait de l'autre côté le bloc socialiste qui défendait une certaine manière de voir les droits à partir disons, de l'approche de la priorité à accorder au développement économique et social et culturel avant de parler des droits politiques, donc le cadre de cette lutte. Mais n'empêche que ce texte de référence, ça va être la plateforme commune élaborée par la communauté internationale qui allait ouvrir les perspectives de la construction du droit international en matière des droits de l'homme à travers toute une série de conventions internationales, les pactes, les conventions spécialisées, catégorielles, etc. Donc c'est le texte de référence, c'est pour cela qu'on y tient et puis qu'il y a aussi sa place au niveau même juridique en tant que texte de référence. On peut le trouver même dans les juridictions, dans les jurisprudences, soit au niveau international, soit au niveau des juridictions régionales, comme la Cour européenne des droits de l'homme. Mais cette déclaration, qui, donc on l'a bien compris, est devenue la pierre angulaire des droits de l'homme au niveau international, au départ c'était juste une simple charte qui n'avait aucune valeur contraignante pour les États. Comment s'est opérée la transformation? Madame Mahdi Aliwa? Parce que les droits de l'homme, c'est d'abord un processus.
c'est un processus politique. Je pense que c'est quelque chose qui est très, très ancien. Il ne date pas de 1948, mais certainement qui remonte au moment où on a commencé, les hommes ont commencé à s'organiser dans des cités, c'est-à-dire qu'ils commençaient à faire société et qu'il fallait trouver là des lois, en tout cas des processus qui leur permettent de continuer à vivre ensemble sans totalement se détruire. Et à chaque fois qu'ils ont mis en place des chartes, on retrouve à Babylone, 500 ans avant Jésus-Christ, déjà des textes. On retrouve au XIIe siècle la charte du Mandé, qui est une charte du chasseur de l'Empire du Mali. Donc ce n'est pas des choses nouvelles dans l'histoire, c'est simplement qu'on arrive à un temps de l'histoire où la question des nations est au devant de la scène et que le monde est un peu fini. On connaît le monde dans sa globalité, on le connaît tellement bien qu'on va faire la guerre jusqu'au bout du Pacifique, etc. Donc il est évident que ce vieux processus qui a permis aux hommes de trouver en eux la force de vivre ensemble sans se détruire et d'introduire un principe simple, qui est un principe de réciprocité, ne faites pas aux autres ce que vous ne voudrez pas qu'on nous fasse, c'est quelque chose qui est intéressant lorsqu'on l'inscrit dans le droit. Et d'ailleurs, le premier considérant de cette charte de 1948 estime que, considérant le fait que c'est la seule garantie à la liberté et ou aux libertés en général, et contre les guerres, pour apaiser les conflits et contre les guerres ravageuses qu'a connues l'Europe et puis le monde. Et qu'on ne peut reconnaître les droits de l'homme que dans leur universalité et dans leur égalité. C'est-à-dire que c'est tout le monde qui devient égaux devant ces droits de l'homme. Mais est-ce que c'est possible, ça, de parler d'universalité des droits alors qu'il y a quand même des particularités historiques, des pays qui ont d'autres trajectoires? Je cite, sur cette question de l'universalisme et des droits de l'homme, parce que je voudrais qu'on s'y arrête un moment. Hassan II, en 1976, disait ceci: « Il est évident que la conception de la démocratie ne peut être et n'est pas la même à Londres, à Paris, à Stockholm, à Moscou, à New York, à Tokyo ou à Rabat. Un système universel de gouvernement ne serait imaginable que si les hommes et les mœurs étaient partout semblables. » Donc comment on conjugue l'universalisme des principes à l'historicité particulière des États? Monsieur El-Moumni. En fait, permettez-moi d'abord donc de préciser un point particulier. En fait, la Déclaration universelle des droits de l'homme renferme le socle commun des valeurs et les principes qui seront le fondement de tous les instruments donc, principaux que vous avez évoqués dans le reportage. Pour vous donner un exemple très particulier, par exemple, l'interdiction de la torture et la garantie de l'intégrité physique de la personne a été, qui est mentionné dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, a été ensuite consacré dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, et puis donc une convention particulière de lutte contre de l'interdiction de la torture, la lutte contre la torture, donc vient d'expliciter, de détailler cette garantie au niveau du droit international des droits de l'homme. Et maintenant nous avons, c'est-à-dire autour de ces conventions, donc des protocoles optionnels et facultatifs, donc qui détaillent la portée de ces droits. Autrement dit, donc la question de la valeur juridique de la Déclaration universelle des droits de l'homme doit être lue à la lumière des développements conventionnels donc ultérieurs, et notamment donc la ratification et l'adhésion, d'abord l'élaboration et puis la ratification et l'adhésion de plusieurs États parties aux instruments internationaux. Autrement, c'est-à-dire il faut saisir en quelque sorte la vraie signification de cette Déclaration universelle des droits de l'homme en tant que socle, en tant que texte fondateur, donc qui regroupe le socle commun des valeurs et des principes, donc qui constitue le fondement du droit international des droits de l'homme, mais également le fondement des garanties constitutionnelles dans les ordres juridiques internes des États. Madame Abou Ayesh, vous vouliez rajouter quelque chose? Moi, j'aimerais quand même ajouter quelque chose à notre collègue Nadir, disons que la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce n'est pas un texte contraignant, mais c'est un cadre, une plateforme, comme on a dit nos collègues, d'adhésion. Et donc, il a été élaboré dans une optique de consensus entre différentes religions, différentes cultures, différentes civilisations, de manière à encourager l'adhésion. Et donc, c'est à partir de cette adhésion, et donc c'est à partir de l'élaboration de ce texte de 30 principes je dirais, à partir de ces 30 principes, on aura d'autres développements. La déclaration, après, il s'est scindé en deux pactes.
Et donc le processus des droits de l'homme, c'est-à-dire que la déclaration, on a eu la déclaration en 1948. Ce n'est qu'en 1966 qu'on a eu les deux pactes, je dirais, les plus contraignants, une fois ratifiés, pas de réserve. Mais à partir de là, c'est un processus d'acte de souveraineté. Peut-être là, on reviendra sur l'acte de souveraineté d'adhésion ou de ratification. Et là, c'est un acte de souveraineté. Une fois que vous avez ratifié et que vous êtes État partie dans une convention, vous êtes soumis à l'examen et à l'évaluation de niveau international. Et donc ce processus-là, c'est de manière à faciliter, premièrement, le partage des mêmes valeurs, mais en même temps d'approcher l'universalité c'est-à-dire qui dépasse les particularités. Les droits de l'homme, c'est l'universalité. Ce n'est pas autre chose. Alors, juste une question d'un point de vue technique pour qu'on comprenne bien. Est-ce qu'on peut adhérer sans pour autant ratifier? Ou est-ce qu'une fois qu'on a adhéré, on est obligé de ratifier? Non, l'adhésion est une forme de ratification. C'est-à-dire soit mais on adhère... Mais pourquoi est-ce qu'il se passe parfois plusieurs années entre le moment où un État décide d'adhérer à une convention et le moment où il la ratifie effectivement? Il y a la signature d'abord, et puis il y a soit l'adhésion, soit la ratification. D'accord. Et juridiquement, ce qui arrive, c'est que l'adhésion est une forme de ratification, mais par exemple, un pays qui ratifie une convention, il peut prendre le temps de ne pas déposer ce qu'on appelle déposer les instruments de ratification. Donc, entre le temps de sa ratification et le dépôt des instruments de ratification, il n'est pas interpellé s'il a violé au niveau international. Une fois qu'il a déposé les instruments de ratification, il est interpellé internationalement sur les violations des principes d'une convention qu'il avait ratifiée et déposée. Donc, techniquement, c'est comme ça que ça se fait. Et parfois, on demande, comme par exemple un certain nombre de conventions ou de pactes, on demande un certain temps de dire que moi, je ne peux être soumis à l'examen international qu'après une année, après 2 ans, après 3 ans, ça en fonction, des conventions. Et donc, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'on dit que la ratification est un acte de souveraineté et les réserves aussi est un acte de souveraineté. Et donc, c'est ça un peu notre... Alors, oui, Monsieur Velkouch. Juste pour dire que la déclaration, on n'a besoin ni de la signer, ni de la ratifier. C'est un texte de référence. À travers l'adhésion au système des Nations Unies, c'est un texte de référence en matière des droits de l'homme. Donc il est là. Par contre, adhérer ou ratifier les pactes, les conventions sur les droits des femmes, enfants, torture, etc., donc tout cela, c'est une volonté des États. Donc c'est un choix, ce n'est pas une contrainte internationale. C'est un choix des États de faire partie d'une convention internationale. Et de là, le processus technique, ratifié, déposé, etc. Donc, dès que l'État ratifie, donc par un choix volontaire, donc il soumet sa souveraineté à un contrôle international. De là, il doit présenter des rapports périodiques, des fois permettre au comité de venir, autres mécanismes à visiter le pays. Là, c'est des choix. Donc, quand l'État s'engage, donc, au niveau du droit international, il doit rendre compte de l'état de cet engagement. Bien sûr qu'il y a des fois des facilités, si on peut dire, entre guillemets, pour aider les États à intégrer ce système international de protection des droits de l'homme. Cette facilité, c'est le système de réserve, entre guillemets. Donc, des fois, on dit que tel pays n'est pas encore prêt à la mise en œuvre de l'ensemble des dispositions d'une convention internationale. Donc il y a un accompagnement. Donc il peut dire quelques parties, moi j'ai besoin, je mets des réserves sur tel ou tel article qui ne remet pas en cause l'essentiel de la convention, en principe pour une période déterminée, c'est-à-dire pour préparer les conditions nécessaires à la mise en œuvre de l'ensemble des dispositions. Disons, le système n'est pas fait pour aller contre les États, mais plutôt pour accompagner les États dans leur engagement et dans l'expression de cette volonté politique de mettre en œuvre les dispositions nécessaires à la protection des droits de l'homme.
Je voulais juste réagir quand même oui, sur la question du relativisme de la phrase prononcée par Hassan II, avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord, même si on comprend le contexte dans lequel il a dit et qu'il s'agissait essentiellement de gouvernance. La question de la violence, la question de la vulnérabilité, la question de la souffrance, la question des corps qui souffrent, c'est une question totalement universelle et on va dire anhistorique à tel point qu'elle fait partie des éléments de culture, de toutes les cultures. Il n'y a pas de culture qui consacre plus que d'autres, par exemple, le fait qu'on puisse coucher avec des enfants. Ça ne veut pas dire que ça ne se passe pas dans les pratiques, mais à chaque fois dans l'histoire de l'humanité qu'il y a des actes comme cela, ils ont toujours attiré le dégoût. Il n'y a pas de culture qui trouve joli le fait de couper les membres des gens et de les exposer. Ça s'est passé dans l'histoire, ça continue malheureusement de se passer. Et au Maroc, on coupait la tête des gens, des brigands, on exposait les têtes. Il y a toujours eu tout un ensemble de Marocains pour être dégoûtés de ces actes de violence et pour l'écrire et pour le dire et pour se révolter. Donc il y a quand même quelque chose, il y a au fondement de l'humanité quelque chose qui est et c'est même au fondement de la culture, qui est de l'ordre de prendre en charge, ou en tout cas d'essayer de prendre en charge la vulnérabilité des autres. Et une sorte de refus de toutes les violences. Et d'ailleurs, les religions, ça s'attelle aussi à cela. Qu'on ait trouvé, au fur et à mesure de l'évolution des sociétés qui se sont composées de plus en plus en nations, qu'on ait trouvé dans la politique les manières de s'organiser et qu'on ait trouvé dans la technique, dans la technicité et dans le droit une manière d'appliquer réellement ce qu'on veut mettre en place politiquement, c'est une chose. Mais il ne faut pas que derrière cette technique ou derrière des périodes historiques particulières, on oublie le fondement même qui est celui de dire on ne peut pas accepter, il y a des actes qui sont inacceptables, ils l'ont été il y a 2000 ans, il y a 5000 ans, et ils seront encore inacceptables dans plusieurs milliers d'années, c'est ce qui fait que nous sommes des humains, sinon nous serions autre chose. Oui, M. Mouni. En fait, je vous propose 3 points d'entrée pour c'est-à-dire apporter donc quelques éléments de discussion concernant la question de l'universalité et de la spécificité des droits de l'homme. Le premier point d'entrée, c'est une résolution adoptée en fait en 2012 par le Conseil des droits de l'homme sur la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales par une meilleure compréhension des valeurs traditionnelles de l'humanité. En fait, cette résolution a réaffirmé ce qui est déjà donc partagé par l'ensemble de la communauté nationale et internationale des droits de l'homme, à savoir que tous les droits de l'homme sont universels, indivisibles, indissociables et interdépendants. Elle a également réaffirmé que certaines cultures, que toutes les cultures et civilisations en fait partagent dans leurs traditions, coutumes, religions et croyances un ensemble commun des valeurs. Donc, ce que rejoint en quelque sorte donc ce qu'il disait mon collègue Selewa. Et ces valeurs appartiennent à l'humanité dans son ensemble. Donc, il y a une appropriation collective de l'ensemble de l'humanité, donc des principes de base des droits de l'homme. Et les traditions, ce qui est également important dans cette résolution, c'est qu'elle a souligné que les traditions ne peuvent être invoquées pour limiter la portée donc des garanties de certains droits ou des pratiques contraires à la dignité humaine. Le deuxième point d'entrée, en fait, ça renvoie à un projet de résolution qui est initié par notre pays, le Maroc, et 57 autres pays en 2015, sur les institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme. Donc, et dans ce projet de résolution, donc, on réaffirme encore donc l'universalité, l'indivisibilité des droits de l'homme, et tout en ayant à l'esprit les particularités nationales et régionales et la diversité des contextes historiques, culturels et religieux, mais la résolution a souligné, donc d'une manière très claire, que tous les États, quel que soit leur régime politique, leur système économique ou leur héritage culturel, ont le devoir de promouvoir et de protéger les droits de l'homme. Et le troisième point d'entrée, en fait, qui apporte une dimension, c'est-à-dire également philosophique à la question de l'universalité et de la spécificité des droits de l'homme, notamment dans le contexte donc des pays du Sud et dans le contexte national, c'était le message royal adressé aux participants au deuxième Forum mondial des droits de l'homme. Qui a accueilli le Maroc à Marrakech. Oui, en fait, le message royal a souligné d'une part qu'il y a ce qu'il a appelé un certain universalisme en marche
à travers l'appropriation des valeurs universelles des droits de l'homme et également l'activité de plus en plus importante des pays du Sud dans le processus de production des normes. Il a souligné également que cet universalisme en marche donc, est confronté à des défis qui consistent généralement au repli sur soi, le rejet de l'autre, l'intolérance, etc. Il a prôné ce qui est très important, c'est-à-dire qu'en perspective également donc de dépassement au sens hegelien du terme, donc de cette contradiction, soi-disant, cette prétendue contradiction entre l'universalité et spécificité, il a prôné une meilleure appropriation individuelle et collective et des droits de l'homme, et cette appropriation permettra en fait, ce qui est très significatif, aux traditions nationales et culturelles de trouver naturellement leur place, ni contre les valeurs universelles des droits de l'homme, ni à côté de ces valeurs universelles des droits de l'homme, mais autour d'un socle de valeurs indérogeables. Alors c'est un bel objectif. On verra tout à l'heure les outils de cette appropriation parce que c'est loin d'être si simple. Mais on verra tout à l'heure justement dans le cas du Maroc, ça a été mentionné comme perspective également et comme démarche. Mais je voudrais juste revenir sur une question puisque tout à l'heure vous avez parlé. Donc on adhère, on ratifie et ensuite on est soumis à une évaluation. Si les rapports d'évaluation ne donnent pas les résultats ou ne répondent pas aux exigences posées, que se passe-t-il pour l'État qui ne respecte pas ces conventions ? Quel est le pouvoir coercitif des instances internationales pour faire appliquer le respect des droits de l'homme ? Monsieur Belkouche. Disons, là, si vous permettez un petit mot pour la partie d'avant, c'est dire que l'universalisme des droits de l'homme, ce n'est pas répéter tout ce qui se fait ailleurs. C'est aussi s'approprier les valeurs et les principes et les traduire. De cette culture qui est universelle, élaborée par la communauté internationale, y compris les États qui ont participer à l'élaboration de l'ensemble de ces mécanismes, et de ces textes, etc. Mais s'approprier, c'est aussi produire, c'est-à-dire comment enraciner ces valeurs dans la culture de chaque pays. Parce que dans les cultures des divers peuples, il y a aussi l'attachement à ces valeurs de liberté, comme m'a dit tout à l'heure, donc la torture. Personne ne peut défendre la pratique de la torture, ni l'exploitation sexuelle des enfants, ni autre chose. Donc tout cela se réfère à une base commune à l'humanité au niveau international. Mais produire aussi pour enraciner, c'est d'abord au niveau juridique, c'est à travers notre jurisprudence marocaine, c'est-à-dire même s'il y a la jurisprudence européenne, ça peut aider, mais c'est comment nos juristes, nos avocats, nos magistrats s'approprient ces instruments et produisent à la lumière des engagements, des lois marocaines, de la constitution marocaine. Quand on va sur le volet éducatif, donc on a besoin de se référer au niveau philosophique, au niveau culture, etc., pour enraciner cette culture. Donc qu'on n'est pas dans le cadre d'une culture, comme peuvent dire certains, qui vient de l'étranger pour être imposé à un pays. Non, on est aussi participant et on est appelé à produire, à mieux adapter cet universalisme que nous avons aussi élaboré à notre spécificité en tant que contexte. Donc, on va continuer là-dessus. Pardon, pour répondre à la question. À la question, directement, disons qu'il y a le Haut Commissariat, comme ça a été dit, c'est l'organisme qui est chargé du suivi. Mais les droits de l'homme ne sont plus, disons, l'exclusivité du Haut Commissariat ou des Nations Unies. On trouve les questions des droits de l'homme dans les rapports de coopération internationale, Maroc par exemple, Union européenne, dans les conventions avec d'autres pays, dans le cadre aussi des conventions avec les organismes de développement, de financement, etc., qui font référence à ce volet-là et qui impliquent aussi l'intégration, si on peut dire, des acteurs porteurs de ces valeurs et de ces principes comme les ONG des droits de l'homme. Donc il y a aussi un impact au niveau économique et politique pour les États qui sont appelés. Mais n'empêche que l'essentiel de la bataille, c'est
disons que s'il y a une volonté politique au sein d'un État pour la mise en œuvre, est-ce qu'il y a une dynamique porteuse qui peut, disons, imposer un changement de situation. Donc, donc si on revient à l'exemple marocain. On va répondre dans un instant à ces questions pour le cas marocain. Juste après la pause, restez avec nous, on revient tout de suite. Retour sur le plateau de 60 minutes pour comprendre. On poursuit la discussion avec nos invités sur la notion de droit de l'homme. Juste avant la pause, il y avait une question que je voulais vous poser pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur la dérogation au respect des droits de l'homme. On l'a vu aux États-Unis après le 11 septembre 2001. On voit la France aujourd'hui l'annoncer aussi de manière très claire. Est-ce qu'il peut y avoir dérogation aux droits de l'homme dans des situations exceptionnelles? Madame Abou Ayesh. Pas pour les défenseurs des droits de l'homme. C'est une question presque résolue au sein de la communauté des défenseurs des droits de l'homme et des ONG qui agissent en matière des droits de l'homme. La dérogation, ça veut dire l'arbitraire. La dérogation, ça veut dire les violations des droits de l'homme. La dérogation, ça veut dire violation de la règle de droit. La dérogation, ça veut dire tout. On se permet tout d'une manière administrative. Et donc, ce qui se passe, et d'ailleurs, il y a eu même au sein de la communauté internationale des ONG des droits de l'homme, nous avons réagi fortement sur ce qui a été fait en France comme dérogation, des instructions administratives, des perquisitions, des refoulements, etc. Donc il y a eu quand même une mobilisation qui est toujours en cours contre ces mesures qui ont été prises. C'est ce qu'ils appellent, c'est hashtag nous ne céderons pas. C'est ça l'hashtag qui est... C'est une campagne sur oui, Twitter. Oui, sur les réseaux sociaux, de manière à ne pas faire de la dérogation. Je pense que les états d'exception. Maintenant, la règle, c'est que même en état d'exception, de guerre ou de conflit, les droits de l'homme ne doivent pas être violés. C'est ça la règle internationale, et c'est sur cette règle que la communauté internationale s'est engagée. Et donc, on est en train, au nom de la lutte contre le terrorisme, de déroger à des actions, et je dirais à un engagement en matière des droits de l'homme qui a débuté depuis 1948 jusqu'à maintenant. Donc c'est plus de 60 ans qu'on est en train de travailler, et voilà jusqu'à un moment, et on déroge tout ça. Et de mettre donc c'est dire que la sécurité ne peut être un fondement pour déroger l'action en matière des droits de l'homme. Surtout que ça crée l'inverse, en fait. C'est-à-dire que si on regarde bien dans la lutte antiterroriste, si on regarde bien, c'est que d'abord, pour répondre à la question, il n'y a que des dérogations. Les États passent leur temps à trouver des situations pour lesquelles ils peuvent, ou des prétextes, parfois des prétextes qui sont totalement compréhensibles et à la limite légitimes, mais ils sont dans un rapport toujours compliqué pour gérer, parce qu'ils ont le monopole de la violence légitime, et donc cette violence-là, ils la mènent de la manière dont ils doivent la mener selon les situations. Mais si on regarde bien, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste d'avoir un discours droit de l'homiste, comme on accuse des fois les gens, ou un petit peu rêveur, etc. Si on regarde bien les choses, si on regarde par exemple la question de la lutte contre le terrorisme, et particulièrement le terrorisme djihadiste, si on regarde avant le 11 septembre, il y avait très peu d'attentats. Or, lorsqu'on compte le nombre d'attentats après le 11 septembre, après le fait que les États-Unis aient mis entre parenthèses, non seulement chez eux, mais même sur le territoire mondial, où ils sont arrogés le droit, en dehors de la communauté internationale, pour mener la violence qu'ils pensaient nécessaire pour se défendre, combien le terrorisme n'a cessé d'augmenter. Si on accumule toutes les exécutions extrajudiciaires, quand un drone tire dans un village pour tuer n'importe qui, n'importe comment, même si soi-disant il y avait un dangereux personnage là-dedans, sans que réellement il soit passé devant un jugement, moi j'appelle ça une exécution extrajudiciaire. Lorsqu'on regarde toute la violence produite par ceux qui ont voulu combattre le terrorisme, et bien sûr la guerre en Irak, etc., et qu'on regarde aujourd'hui les résultats, eh bien, force est de constater que lorsque des gens ont pensé que les droits de l'homme permettaient de limiter la guerre, ils avaient bien raison.
le non-respect des droits de l'homme a augmenté la guerre. Et ce qui se passe aujourd'hui en France est très inquiétant, parce que pour l'instant, tout ce qu'on entend, de ce qu'on entend parler, c'est plutôt des insultes de policiers, c'est plutôt des insultes racistes ou islamophobes, c'est plutôt beaucoup d'arbitraires, des gens à qui on a cassé le commerce ou chez qui on est rentré. Et du coup, je pense qu'en France, ils vont aller devant de grands problèmes, alors qu'ils sont censés résoudre un problème de violence, ils sont en train d'en créer un nouveau. Monsieur Nadir El-Moumni, vous vouliez réagir? En fait, j'aimerais bien apporter quelques précisions d'ordre technique. En fait, il s'agit, c'est-à-dire le mot dérogation, c'est-à-dire dans le contexte de la question que vous avez posée, en fait, n'est pas approprié. En fait, on peut parler de certaines restrictions de liberté en cas de menace de la sécurité nationale, etc. Et même dans ce cas, même au niveau du droit international des droits de l'homme, il y a un noyau dur des droits fondamentaux, donc qu'on peut pas atteindre quelle que soit la conjoncture. Ça d'une part. D'autre part, donc je dois rappeler que même la stratégie mondiale de lutte contre le terrorisme qui est adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, donc le 4e pilier de cette stratégie, c'est la protection des droits de l'homme, même dans le contexte de lutte contre le terrorisme. Je rappelle en outre que la meilleure protection, en fait, des droits, même dans le contexte de crise, de menace, de la sécurité nationale, du terrorisme, etc., ce sont les garanties internes, les garanties qui sont inscrites dans la Constitution, dans la législation interne. Pour vous donner un exemple très particulier, notre Constitution, en fait, l'article 59, donc qui traite de l'état d'exception, prévoit dans son 3e paragraphe que même en état d'exception, les libertés, les droits fondamentaux qui sont prévus par la Constitution demeurent garantis. C'est le seuil minimal auquel on ne peut pas toucher, quoi qu'il arrive. En fait. Alors, c'est-à-dire, je préfère ne pas parler de dérogation, d'une part, et d'autre part, c'est pour ça que c'est bien d'avoir un juriste sur le je plateau. souligne qu'il y a un noyau dur de droits fondamentaux, donc qui ne peuvent en aucun cas faire objet d'atteinte, quelle que soit la conjoncture. Il y a un système de protection au niveau national. Pour les pays membres du Conseil de l'Europe, dans la France, il y a également un système régional de protection avec la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, c'est-à-dire, c'est bien encadré. Et même au niveau mondial, la stratégie mondiale de lutte contre le terrorisme donc prévoit dans le 4e pilier la protection des droits de l'homme. Et tous ces éléments doivent être pris en considération. Monsieur Belkouche. Dans ce sens, disons que ces restrictions, ils sont dans le droit international et dans le droit régional. La Convention, ils sont prévus. Donc, mais dans des cas d'exception qu'il faut déterminer, qu'il faut mettre sous contrôle, etc. Mais les États ont-ils l'obligation de faire valider il faut, c'est pour ça que la restrictions. France a fait sa démarche, parce qu'il doit notifier auprès de la Cour cet État, européenne. oui, il doit notifier selon la Convention européenne des droits de l'homme. Donc les restrictions nécessaires, et puis bien définir ce qui est touché, dans quel délai. Mais cela ne peut porter atteinte à l'essentiel des droits de l'homme. On ne peut pas pratiquer de torture, on ne peut pas, etc., etc. C'est-à-dire toucher l'essentiel du référentiel de protection des droits de l'homme ne peut être. Par contre, il peut prendre des dispositions, notamment, c'est dit, donc dans l'état d'exception, en cas d'atteinte grave aux libertés et aux droits des autres, à la sécurité nationale, etc. Bien sûr, la dérive est là. Donc de là aussi, l'importance de la vigilance et des ONG et des autres acteurs, notamment les mécanismes des Nations Unies, des mécanismes régionaux, pour que ces dérives ne soient pas la règle dans le cadre même des démocraties assez installées, comme on l'a vu aux États-Unis. Dernière question, et ensuite on passe au sujet sur le Maroc. On a évoqué la lutte contre le terrorisme, mais le monde d'aujourd'hui est soumis à beaucoup d'autres bouleversements, les zones de conflit, les réfugiés, les migrations. Est-ce que ces bouleversements actuels peuvent aussi impacter les droits de l'homme, et notamment parce qu'on voit des États qui prennent des mesures souveraines sur notamment la question des réfugiés ou des migrations. Alors,
Quel droit de l'homme dans un tel contexte de bouleversement? C'est sûr que la conjoncture a poussé un certain nombre de pays, y compris les pays européens, dont les fondements sont les valeurs des droits de l'homme, à prendre des décisions totalement, je dirais, opposées à la garantie des droits de l'homme, surtout en cas de réfugiés et de migration. Et on a vu que je dirais que le dernier sommet de Val de novembre dernier, c'était quoi? C'était donner l'argent aux pays tiers de manière à gérer l'immigration et les réfugiés chez eux, mais pas chez nous. Et donc arrêter toute la mobilité des personnes ailleurs et non chez nous. C'est-à-dire, c'était pour eux une manière je dirais, de limiter tous les axes qu'ils croient contre leur culture, contre leurs valeurs, de non-respect de la loi et des flux migratoires. Ces décisions, ils sont aussi condamnées par les ONG qui demandent à ce que la gestion des flux migratoires ou de réfugiés, comme on a vu par exemple les cas de la Syrie, les Syriens, les déplacés, le pays qui était à un moment qui a ouvert ses portes, c'était le Maroc, alors que l'Europe a fermé totalement les portes. C'est après, en été 2015, qu'on a vu le changement. Et maintenant, ces changements de décision, où les décisions sont en train de changer de manière à restreindre les flux migratoires. Comme c'est le cas, par exemple, d'octroi de visa. Donc, on est en train de vivre une conjoncture très, très difficile en matière de garantie des droits de l'homme. Et donc, même les défenseurs des droits de l'homme, on est face à des restrictions ou des dérogations, je répète encore, des dérogations qui sont, c'est-à-dire votées, adoptées par le Parlement. Et donc c'est ça un peu je dirais la difficulté de les faire annuler ou de les faire abroger. Et c'est-à-dire maintenant c'est l'action civile qui doit reprendre d'une autre manière, et on va voir que des réseaux au niveau régional et au niveau international qui sont en train de se mettre en place, de garantir la mobilité et de garantir le respect des droits de l'homme dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Donc, on est face vraiment à ces difficultés dans la conjoncture actuelle. En fait, vous vouliez rajouter quelque chose? Juste un mot très rapidement, et ça permettra de faire la transition sur le Maroc, parce que ma conclusion sera de dire que justement, les Européens et les pays qu'on appelle occidentaux n'ont plus tant de leçons à donner que cela sur la question des droits de l'homme, et notamment parce que ça a bien été dit, plus nous nous approprions ces choses-là, plus nous aussi nous pouvons dire des choses et donner des leçons. Ce qui est difficile aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est la question de la gouvernance transnationale. Avec la mondialisation de l'économie, avec les migrations et la mondialisation des migrations et tout un ensemble d'autres choses, les gouvernements ne peuvent plus agir simplement localement, on va dire nationalement. Ils sont obligés de s'organiser ensemble pour gérer des phénomènes qui sont plus des phénomènes nationaux, mais qui sont des phénomènes transnationaux. Même pas internationaux, transnationaux, qui traversent les nations et qui concernent plusieurs nations à la fois. Et ce que nous sommes en train de voir, de constater, c'est l'échec de la gouvernance mondiale. En tout cas, si ce n'est un échec total et cuisant, c'est une partie, en tout cas, d'échec. Ça ne fonctionne pas si bien que cela. Et c'est aussi un peu l'échec de l'Europe. L'Europe n'a jamais réussi à mettre en place une politique migratoire commune. Chaque État membre fait ce qu'il veut. Et au niveau de Bruxelles, on essaie de sauver les meubles, notamment en demandant aux pays limitrophes, c'est-à-dire le Maroc jusqu'à la Turquie, de participer à ce contrôle-là. Et donc cet échec-là, il est relativement cuisant pour la question migratoire, il est peut-être moins sur d'autres questions-là, mais se reposera la question de la gouvernance mondiale. Parfait. Alors, oui, mais très rapidement, pour qu'on puisse revenir au Maroc. Non, juste en fait une petite précision. En fait, la question de la protection des droits de l'homme dans le contexte de lutte contre le terrorisme dépend également, donc, en partie, de la capacité de résilience des systèmes nationaux de protection des droits de l'homme. Pour vous donner un exemple très concret, prenez par exemple le critère de nécessité d'une restriction, la nécessité d'une restriction dans une société démocratique. Donc, qui va l'évaluer? C'est d'abord la justice, c'est les mécanismes de protection des droits de l'homme en complémentarité avec les mécanismes régionaux et internationaux.
Donc la capacité de résilience et la complémentarité entre les systèmes nationaux de protection des droits de l'homme et les systèmes internationaux. On légalise les restrictions et on légalise les dérogations. Et c'est ça ce qui nous préoccupe. C'est-à-dire que moi, je dirais que... Et après, vraiment, on passe au Maroc. Non, c'est pour dire qu'on est vraiment dans une situation très difficile. De par la réalité des choses, le terrorisme est là, il est partout, au niveau international. Le besoin de sécurité est là, avec ce qui se passe dans la région, en Libye, en Syrie, en Irak, etc. Et ce qui s'exporte de chez nous vers eux, et puis de chez eux vers nous, donc soit au niveau culture, soit au niveau des personnes, soit au niveau des pratiques, etc. Et donc là, les questions, ils sont véritablement posées. Donc le défi... C'est un nouveau défi pour les droits de l'homme. C'est un nouveau défi, et principalement pour les engagés pour la défense des droits de l'homme. On est dans une conjoncture où il est presque difficile de défendre ce discours-là. Mais je crois que l'essence de ce combat, il est là. C'est parce qu'on considère que la défense des droits de l'homme, c'est garantir la stabilité des États, garantir le respect des gens et garantir leur engagement pour assurer cette stabilité au sein de leur pays. Très bien, alors en parlant de pays, maintenant on va passer au Maroc. On revient sur le plateau tout de suite après ce sujet signé Manal Al-Akhdari. Comment garantir le respect des droits de l'homme? La question s'est toujours posée avec acuité au Maroc. Associations, institutions nationales, ONG internationales, plusieurs voix s'élèvent pour traiter des questions relatives notamment à la torture et à la détention arbitraire. Avant la nouvelle constitution de juillet 2011, le statut juridique des libertés trouvait son fondement dans la constitution de 1996. Mais la nouvelle loi suprême du royaume réserve une place importante aux droits et libertés des citoyens. L'égalité des droits, le droit à la vie, le droit d'accès à l'information, la liberté de penser et la liste est longue. Le texte consacre les droits de l'homme tels qu'ils sont reconnus universellement et stipule leur protection. Mais le débat est encore ouvert. L'étude du Conseil national des droits de l'homme réalisée entre octobre 2008 et mars 2009 a approché le projet de réforme du code pénal en se basant sur les 3 fondements de la loi pénale, l'incrimination, la pénalisation et la responsabilité. Plusieurs points sont étudiés, notamment le concept de l'ordre public, l'humanisation des peines, l'adéquation entre les peines et l'acte criminel et la personnalisation de la responsabilité. Parmi les apports du projet de réforme du code pénal, les peines alternatives prévues en cas de non-récidive, le projet de réforme propose des nouveautés portant sur la protection de la famille, de l'enfance et de la femme, la réduction du nombre des peines passibles de la peine de mort et le renforcement de la lutte contre la corruption. Alors, il nous reste un bon quart d'heure. On va essayer d'être assez didactique pour ce qui est du Maroc. Tout à l'heure, on parlait de la nécessité pour chaque pays de s'approprier des principes. Quelles sont les conditions d'une bonne appropriation des principes universels des droits de l'homme? Madame Abou Ayash. Je pense que, premièrement, ce qu'on appelle en droits de l'homme la promotion des droits de l'homme. C'est ça l'appropriation. C'est un processus qui n'est pas limité dans le temps et qui n'est pas, je dirais, statique ni linéaire. C'est un processus qui pourrait connaître des hauts et des bas. C'est aussi un processus qui peut avancer puis s'arrêter. Donc en fonction de la participation des gens et de je dirais ce qu'on appelle nous, c'est élargir l'assiette des gens ou de la culture des droits de l'homme. Donc c'est ça l'essentiel. Ça d'un côté. L'autre, je pense que la stratégie en matière des droits de l'homme au Maroc, elle est éparpillée. Nous n'avons pas une stratégie cohérente. Qu'est-ce que ça veut dire? Une action de stratégie en matière de promotion des droits de l'homme, c'est les lois, certes, tout ce qui est arsenal juridique, tout ce qui est règles de droit, tout ce qui est procédure, mais aussi tout ce qui est outils et moyens à mettre en œuvre pour changement des mentalités, pour que les mentalités s'adaptent au respect, à la garantie et à la jouissance également des droits de l'homme. Les mentalités, les comportements, le changement de référentiel aussi. C'est une question, hein? Oui, mais bien sûr, mais parce que l'identité et le référentiel, ce ne sont pas des choses statiques. Ce sont des choses et des valeurs qui évoluent.
parce que la société évolue. Ils s'approprient d'autres valeurs. Et vous venez de dire qu'on est dans un monde de mondialisation. Et donc, on est d'une manière ou d'une autre influencé par d'autres choses, par d'autres éthiques, par d'autres cultures. Donc, l'identité et le référentiel changent. Ils changent, peut-être ils gardent l'essentiel de la culture de la société ou de référentiel de la société, soit religieux, soit culturel, mais ils évoluent avec ces normes et avec ces nouvelles modèles de culture. Je pense que la question de la promotion des droits de l'homme, pour les défenseurs des droits de l'homme, c'est la question la plus complexe et qui demande le plus de temps et le plus de moyens. Mais je pense qu'on est au Maroc quand même, malgré qu'il n'y a pas de stratégie, il y avait quand même des actions, et je dirais il y avait des actions, que ce soit de la part du Conseil des droits de l'homme, que ce soit dans les cycles de formation pour les agents de l'ordre public, que ce soit aussi pour d'autres formations pour les magistrats, à l'université, des cours maintenant et des masters en matière des droits de l'homme. Donc on a des actions comme ça qui sont mises en place. Et c'est pour ça que on a quand même un discours avec, d'une manière ou d'une autre, le public maintenant, un discours public qui se réfère au principe des droits de l'homme. Donc quelques notions que vous voulez, dans quelques discussions, on entend parler, oui, parce que nos droits c'est comme ça. Et donc les Marocains et les Marocaines commencent à s'approprier le discours en disant les principes en matière de droits. La mise en œuvre et la jouissance et la garantie, je pense que ce sont d'autres choses, peut-être mes collègues reviendront. Monsieur Nadir El-Moumni, vous êtes d'accord avec cette idée que c'est une stratégie éparpillée? Oui, il y a un problème de cohérence en fait. C'est-à-dire pour une meilleure appropriation des droits de l'homme dans le contexte national, à mon avis, il y a 4 conditions donc minimales à prendre en considération. Il y a d'abord donc toute la question de la promotion des droits de l'homme, l'éducation aux droits de l'homme, la diffusion de la culture des droits de l'homme, la formation également donc des différents acteurs de la communauté nationale des droits de l'homme. La deuxième condition, c'est de mettre en place un système national de protection des droits de l'homme qui est cohérent et intégré, donc, et qui assure la complémentarité entre la protection judiciaire, mais également la protection assurée par les différentes institutions nationales des droits de l'homme. La troisième condition, c'est l'élargissement constant de notre pratique conventionnelle à travers la poursuite de notre effort en ce qui concerne l'adhésion et la ratification des instruments internationaux des droits de l'homme, la mise en œuvre des recommandations également des différents organes des traités. La quatrième condition, c'est la cohérence d'ensemble donc de la stratégie nationale des droits de l'homme. En fait, ça renvoie à la prise en compte transversale de la dimension des droits de l'homme dans les politiques publiques. Ça renvoie également à la mise en œuvre des garanties constitutionnelles donc, qui sont prévues dans notre Constitution en matière des droits de l'homme. La Constitution de 2011 a aussi marqué... oui, puisque un tiers du corpus constitutionnel est consacré aux droits et aux libertés. Et ça me mène en fait aux 3 opportunités donc, sur lesquelles on peut capitaliser. En fait, nous avons enregistré des progrès significatifs substantiels en ce qui concerne la protection et la promotion des droits de l'homme depuis 1999, que ce soit au niveau de la réforme du Code de la famille, au niveau également du processus de la justice transitionnelle. Ça, c'est une opportunité sur laquelle on doit capitaliser. Nous avons une deuxième opportunité, c'est l'échéancier de mise en œuvre de la Constitution et notamment les garanties constitutionnelles en ce qui concerne les droits et les libertés. Et la troisième opportunité, à mon avis, elle est d'ordre sociétal, puisque comme l'a indiqué ma collègue Madame Bouhiège, en fait, les gens, ils commencent de plus en plus à formuler leurs revendications sociales et politiques en termes de droits. Donc les droits de l'homme, en fait, constituent une valeur refuge
pour les citoyens et on doit capitaliser sur cette opportunité. La parole au sociologue Mehdi Aliwa sur ces changements nécessaires de la société, le changement de référentiel dont parle Amina Abou Ayash. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord, mais je veux nuancer. C'est normal, je suis sociologue, donc je dirais les choses différemment, mais c'est pas contradictoire, c'est juste le dire différemment. Déjà, je vais commencer. Il n'existe pas de culture des droits de l'homme. Ça veut rien dire. Il existe la culture, il existe une façon de concevoir les choses, et puis il y a des pratiques où il y a des... Bon, quand on dit, par exemple, et le Maroc, on l'a toujours dit, le hugra, ou quand on dit celui-là, c'est un hakkar, bon, des termes comme ça, bon, c'est déjà ça, la lutte contre les droits, enfin, pour les droits de l'homme. C'est de dénoncer l'arbitraire, l'injustice, de le nommer et de dire, voilà, cet homme-là fait du mal. Voilà. Et ça a toujours existé. On n'a pas attendu ni qu'on l'écrit dans une constitution, ni que le Maroc devienne indépendant. Dans le mouvement indépendantiste, dans le mouvement pour la libération nationale, il y a eu des forces politiques qui se sont mises en place et qui ont décidé de faire un Maroc nouveau. Ce Maroc nouveau, il consacrait une chose, et c'est ça le plus important à mon sens, la citoyenneté. C'est-à-dire, nous devenions des citoyens. Et en devenant des citoyens, du coup, nous étions tous égaux, et même dès 1956, les femmes peuvent voter comme les hommes, etc. Et donc, finalement, ce qui est en jeu, c'est plus le processus de démocratisation. Ce qui est en jeu, c'est plus l'évolution de la citoyenneté que les droits de l'homme eux-mêmes. Les droits de l'homme, ça a été bien dit, c'est un référentiel qui permet d'accélérer ces processus-là auxquels je fais référence. Et les États sont toujours dans un rapport balancier, un peu compliqué, dans lequel ils essayent pour des raisons historiques qu'on peut comprendre parfois et qui sont plus ou moins légitimes selon les périodes, de freiner ce processus ou cet élan-là. Depuis 1994 et surtout depuis 1999, nous sommes passés tout de même à une étape nouvelle. Nous avons changé, nous avons accéléré, on va dire, ce processus-là. Et donc les Marocains sont de plus en plus citoyens. Et c'est là que l'évolution est la plus notable. À partir du moment où ils deviennent citoyens, ils vont de plus en plus défendre leurs droits. Alors ils vont le faire pas forcément toujours de la meilleure des façons. On a besoin, vous avez raison, de références claires, on a besoin de techniques, on a besoin de formation au plaidoyer, de formation juridique, on a besoin de textes remaniés, et c'est ce qu'est en train de faire le Maroc. Mais d'abord et avant tout, ça part de la société. Si la société ne s'intéressait pas à ça, si la société n'était pas en train d'évoluer, on ne serait jamais là où nous sommes. D'abord, on n'aurait même pas été indépendant. On s'assomme, on serait toujours colonisé par la France. Donc c'est parce qu'il y a eu un sursaut, un réveil, et que les gens ont dit ça suffit, maintenant on va résister avec différentes manières, que nous sommes devenus une nation libre. Monsieur Belkouche? Dans le même sens, je dirais que l'implication dans cette appropriation et dans l'installation d'une culture des droits de l'homme, c'est une responsabilité collective. Je crois que là, on a besoin de l'école, on a besoin des médias, on a besoin de l'université, etc., etc. Bien sûr, l'ensemble des corps chargés de l'application de la loi, entre autres. Donc là, c'est une priorité. Je crois que la bataille stratégique, c'est comment installer cette culture, cette éducation aux droits de l'homme. Et sans ça, on restera dans les dérapages, que ce soit au niveau société. Mais elle passe par quoi, cette éducation? Par le système scolaire lui-même, donc comment dégager les valeurs anti-droits de l'homme qui voient la femme d'une manière dégradée, qui ne font pas la place nécessaire aux valeurs de liberté, aux valeurs de dignité humaine, etc. Donc je crois que les lois, c'est une bonne chose, c'est une nécessité, parce que c'est le cadre qui va gérer l'espace commun entre les citoyens d'une société. Mais cela est insuffisant. Le travail qu'on a fait pendant quelques années, par exemple, l'année dernière, on a fait une étude sur la question de la jurisprudence en matière de torture au Maroc. 10 ans après la définition de la torture dans le cadre du Code pénal, eh bien, on n'a pas avancé beaucoup en matière de jurisprudence. Donc, disons que aussi ces magistrats, ils ont besoin d'être outillés. Il faut accompagner donc les réformes au niveau de la formation des magistrats, de la formation continue, d'ouverture sur le droit international. Le rôle aussi de l'université dans ce débat, du commentaire, de la lecture, de l'enseignement aussi, de la critique. Donc si on n'a pas ces relais, et les médias aussi. Donc les médias en tant qu'acteurs très influents au sein de la société. Pour donner une cohésion, je crois qu'on a un texte de référence.
il faut qu'il voie le jour. C'est le plan national en matière des droits de l'homme et de démocratie qui a été adopté dans une approche participative, collective. Tout le monde y a participé pendant des années, mais qui est dans les tiroirs des gouvernements, pas seulement de celui-là, mais celui d'avant aussi, et qui a été revu plusieurs fois. Il y a un plan aussi de promotion de la culture des droits de l'homme qui a été adopté aussi dans cet esprit-là, dans le cadre des dynamiques, mais qui n'est pas encore mis en œuvre et qui n'a pas encore été adopté, validé par le gouvernement. J'espère qu'on aura... Donc il y a des idées en sommeil, mais qu'il faut réveiller. Il y a des documents stratégiques en sommeil. Une dernière question, mais très rapidement, parce qu'il nous reste juste une minute. Vous avez parlé des outils indispensables pour les magistrats. Nous sommes dans la dernière année de la législature en cours. Il y a une réforme du code pénal en cours. Comment la société civile accompagne cette réforme qui va aussi être déterminante pour inscrire dans le corps de la loi les principes de respect des droits de l'homme? Monsieur El Moumni. Alors, en fait, nous sommes devant une opportunité historique dans le sens que la mise en œuvre de la Constitution et notamment donc l'élaboration des lois organiques donc, et l'adoption de la loi organique durant cette législature donc, permet en quelque sorte de renforcer le système national de protection des droits de l'homme. Maintenant, donc, le Parlement discute de projets de loi organique sur le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et sur le statut des magistrats. Donc, il y avait également un processus d'élaboration des deux avant-projets donc, du Code pénal et du Code de procédure pénale. En ce qui concerne le Conseil national des droits de l'homme, donc, il a publié plusieurs mémos donc, sur ces textes. Donc, on vous est pour le code, oui, ce projet. pour le code pénal et pour le Code de procédure pénale, on est pour deux textes de législation pénale donc, qui sont basés sur une harmonisation intégrale avec nos obligations conventionnelles, avec une stratégie de dépénalisation de certaines infractions, avec l'élargissement des palettes des peines alternatives, avec la prise en compte de la dimension genre d'une manière transversale dans ces législations. Très bien, merci beaucoup Monsieur El Moumni. Je pense que ça mérite une émission encore spéciale sur le sujet. Je vous remercie tous et toutes d'avoir été avec nous. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi 60 minutes pour comprendre. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Midi 1 et je vous donne rendez-vous demain à la même heure.